Bien, on va commencer la vidéo. Chers collègues, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à une nomination envisagée par le Président de la République. Par un courrier en date du 2 juin 2023, la Première ministre a en effet informé la présidente de l'Assemblée nationale que sur la proposition du Conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône, réuni le 9 mai dernier, le Président de la République envisage de proposer la nomination de Madame Laurence Bory-Bancel à la présidence du directoire de ladite compagnie. Madame Bory-Bancel, je vous souhaite la bienvenue. Pour être plus précis, il s'agirait, pour ce qui vous concerne, d'un renouvellement dans vos fonctions. La Commission des affaires économiques, en effet, a déjà eu l'occasion de vous entendre le 3 novembre 2021 dans le même cadre constitutionnel. À l'époque, votre désignation avait recueilli une large approbation du Parlement, 49 voix pour, 6 voix contre, un bulletin blanc. Vous aviez alors été nommé pour achever le mandat de votre prédécesseur, démissionnaire pour raison de santé. En application de l'article 10 du décret 59-771 du 26 juin 1959 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Compagnie nationale du Rhône, la durée normale de ce mandat est de 5 ans. Je rappelle également que très rapidement après votre nomination, la Commission des affaires économiques avait examiné un projet de loi, devenu la loi du 27 février 2022 relative à l'aménagement du Rhône, permettant de prolonger la concession du fleuve à CNR jusqu'en 2041. L'audition que nous organisons aujourd'hui répond à une exigence prévue à l'article 13 de la Constitution, disposant que pour certains emplois ou fonctions, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. La commission compétente se doit de nommer un rapporteur parmi ses membres appartenant à un groupe d'opposition ou à un groupe minoritaire. Pour la présente audition, la Commission des affaires économiques a désigné comme rapporteur Madame Marie-Noëlle Battistel, membre du groupe socialiste et apparenté. Madame Battistel avait d'ailleurs déjà été rapporteure lors de l'audition organisée en novembre 2021. Comme à chaque fois que notre commission met en œuvre la procédure de l'article 13, notre rapporteur a établi un questionnaire auquel Madame Bory-Bancel a bien voulu apporter des réponses détaillées. Ce document ainsi que le CV de Madame Bory-Bancel ont été transmis à l'ensemble des commissaires hier. Le questionnaire sera mis en ligne à l'issue de la proclamation des résultats du scrutin. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je rappelle les règles principales régissant les auditions organisées dans le cadre de l'article 13 de la Constitution. Premièrement, l'audition est publique. Deuxièmement, le scrutin est secret et doit avoir lieu hors de la présence de la personne auditionnée. Il ne peut donner lieu à une délégation de vote et il sera effectué par appel public. Des bulletins vous seront d'ailleurs distribués à cet effet. Troisièmement, le dépouillement du scrutin doit avoir lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 58 et de l'article 29-1 de notre règlement. Alors, comme le Sénat auditionnera Madame Bory-Bancel demain après-midi à 16h30, le dépouillement aura lieu dans les deux assemblées à l'issue du vote réalisé au Sénat, soit probablement demain, mercredi, vers 18h30, ce qui me conduira à suspendre momentanément notre examen de la PPL ZAN, puisque vous savez que demain nous passons la journée sur la PPL ZAN. Ensuite, je préciserai que le dépouillement du scrutin sera effectué par deux scrutateurs, les deux plus jeunes députés présents appartenant pour l'un à un groupe de la majorité ou minoritaire et pour l'autre à un groupe de l'opposition. Et bien entendu, ces deux scrutateurs devront aussi être disponibles demain à 18h30. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Il m'appartiendra de communiquer le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer ultérieurement. Je rappelle enfin qu'après l'intervention de notre rapporteur pendant 5 minutes et la prise de parole de Mme Bory-Bancel pendant 15 à 20 minutes, nous entendrons les orateurs de groupe, c'est 4 minutes comme vous le savez. Et je donne sans plus attendre la parole à Mme la rapporteure, Mme Marie-Noëlle Battistel. C'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Mes chers collègues, comme l'a rappelé Monsieur le Président, nous sommes réunis dans cette commission pour nous prononcer sur le renouvellement de Madame Laurence Bory-Bancel à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône pour un mandat de 5 ans. La Compagnie nationale du Rhône, concession hydroélectrique de premier plan qui produit 25% de l'hydroélectricité française, est aussi un modèle unique de gestion intégrée d'un fleuve, faisant ses preuves depuis plus d'un siècle. Comme en dispose la loi fondatrice de la concession de 1921, la CNR a une triple mission, celle de gérer non seulement l'hydroélectricité sur le Rhône, mais aussi la navigation et de réguler les usages agricoles de l'eau. À côté de ces 3 missions historiques, la CNR développe aussi plus largement la production d'énergie renouvelable au travers de filiales consacrées à l'éolien
et au photovoltaïque. Un autre point d'importance est la structure de l'actionnariat de la compagnie. Il est majoritairement public, il intègre les collectivités territoriales. Ainsi, CNR est détenu à plus de 50% par la Caisse des dépôts et par les collectivités et à un peu moins de 50% par Engie. Il s'agit d'une protection supplémentaire depuis le vote de la loi dite Mursef en 2001. Le caractère majoritairement public de l'actionnariat est ainsi gravé dans le marbre de la loi et j'y suis particulièrement attachée, comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine. Depuis la dernière audition de Mme Bory-Bancel par notre commission, il y a près de 2 ans, la compagnie a dû faire face à plusieurs événements majeurs. En premier lieu, le Parlement a autorisé en février 2022 la prolongation de la concession du fleuve jusqu'à 2041, alors qu'elle devait échoir à la fin de l'année 2023. Je me réjouis d'ailleurs que cette prolongation ait été votée à l'unanimité par le Parlement. Je pense que cela montre à quel point nous sommes tous très attachés à préserver le modèle hydroélectrique français d'une éventuelle ouverture à la concurrence. J'en profite pour rappeler ici que le sujet des concessions hydroélectriques françaises est toujours d'actualité et qu'il est urgent que l'État français règle la situation avec la Commission européenne afin de sécuriser nos concessions de manière durable. En second lieu, la crise énergétique survenue en 2022 a aussi frappé l'entreprise, d'autant qu'une sécheresse importante a sévi sur le Rhône en 2022 et que ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais de nouveaux défis attendent aujourd'hui la Compagnie nationale du Rhône, car la prolongation de la concession a été conditionnée à la mise en œuvre d'un programme de travaux supplémentaires. Au cœur de ce programme figure la réalisation éventuelle de Renergia, un nouvel ouvrage hydroélectrique situé dans le secteur de Saint-Romond-de-Gagnoléas. Des études préparatoires ont été réalisées et la concertation va débuter à la fin de l'année. Je pense que nous aurons largement l'occasion d'y revenir dans la suite de l'audition, donc j'en resterai là pour l'instant. Je note aussi que le programme de travaux supplémentaires comporte l'augmentation de la production du barrage de Montélimar. Vous connaissez aussi mon attachement au sujet de l'augmentation des capacités de puissance. Je souhaite évidemment que ce projet puisse se faire dans les meilleurs délais et que plus largement, il soit étudié les possibilités d'augmenter des puissances sur les autres ouvrages hydroélectriques de CNR tout le long du Rhône. D'autres projets d'augmentation de puissance sont d'ailleurs à l'étude au ministère pour d'autres opérateurs, ce qui nous donnera un nouveau productible très appréciable. Ce programme de travaux supplémentaires est complété par des plans d'investissement quinquennaux baptisés plans synchrone. Ils sont construits autour de 5 volets et permettent à CNR soit de réaliser des projets elle-même, soit de financer des projets élaborés par les acteurs locaux. La prolongation de la concession a aussi été l'occasion de revoir le mode de calcul de la redevance liée au chiffre d'affaires de CNR et que l'entreprise doit verser à l'État. Celle-ci est passée d'un taux fixe de 24% à un taux progressif en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le cahier des charges de la concession prévoit d'ailleurs, conformément à une recommandation qui a été formulée par la Cour des comptes, 2 clauses de revoyure en 2028 et en 2034 qui permettront de réajuster l'équilibre économique du contrat si celui-ci s'avérait trop favorable aux concessionnaires. Enfin, un nouveau défi essentiel pour CNR sera celui de la gestion de la ressource en eau et de son partage entre tous les acteurs, compte tenu de l'irrégularité de la disponibilité de la ressource, conséquence du réchauffement climatique. En particulier, en matière de production électrique, il sera impératif de concilier pilotabilité des barrages et nécessité de refroidissement des centrales nucléaires, alors même que de nouveaux EPR doivent être construits soit sur le site du Bugey, soit de Tricastin, et que le nouveau projet de barrage Renergia se situerait en aval de la centrale du Bugey. En conclusion, puisque les 5 minutes sont écoulées, je donnerai un avis favorable à votre nomination et j'aurai évidemment quelques questions complémentaires à vous poser après votre intervention, si Monsieur le Président m'y autorise. Je vous remercie. Avec grand plaisir, Madame la rapporteure. Madame, c'est à vous. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, de vos mots d'accueil et d'avoir rappelé les raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui. En novembre 2021, ça a été dit, vous m'avez fait confiance en vous prononçant à une large majorité en faveur de ma nomination en qualité de présidente du directoire de CNR. Dans le cadre de l'audition qui nous rassemble aujourd'hui, je vous propose de revenir très brièvement sur mon parcours, puis de vous exposer un bilan de mon action des 10 derniers mois. Je partagerai ensuite avec vous ma vision de l'avenir de CNR ou comment
une entreprise comme la nôtre peut s'inscrire résolument dans les objectifs de transition énergétique fixés tant sur le plan français qu'européen? Je répondrai enfin, bien évidemment, à vos questions. Pour commencer, quelques mots sur mon parcours. J'ai toujours voulu travailler dans l'industrie et le secteur de l'énergie. Après un cursus d'ingénieur à Toulouse et Édimbourg, j'ai commencé ma carrière au Centre national d'ingénierie de Gaz de France. À l'époque, j'étais la seule ingénieure femme. Je n'ai plus quitté le monde de l'énergie, où j'ai conduit différents projets d'infrastructure en gaz et en électricité, en France et à l'étranger. J'ai ensuite assumé différentes fonctions de direction générale au sein d'Engie. Ces expériences m'ont permis et me permettent d'avoir à la fois un pied dans la stratégie et un pied sur le terrain. Dès ma prise de fonction de CNR, je me suis attelée à finaliser le dossier de prolongation de la concession. Les procédures, enclenchées dès 2014, tant sur le plan français qu'européen, m'ont permis d'être la dernière relayeuse et de franchir avec succès la ligne d'arrivée avec l'adoption, cela a été rappelé, par le Parlement de la loi Aménagement du Rhône. Fruit d'un long travail collectif, cette loi a permis de prolonger le contrat de concession de CNR jusqu'en 2041, à l'unanimité de la représentation nationale, cela a été dit, qui a ainsi salué le modèle de CNR. Je profite de ma présence parmi vous pour vous remercier, mesdames et messieurs les députés, qui vous nous avez témoigné votre confiance. Cette confiance nous honore, mais surtout, elle nous engage, elle nous oblige. La prolongation de notre concession s'est inscrite dans un contexte très particulier. 2021 et 2022 ont été marqués par une succession de crises. La guerre en Europe, la crise énergétique, les manifestations visibles du changement climatique et toujours la Covid. La crise d'approvisionnement du gaz en Europe, doublée d'une faible disponibilité du parc nucléaire français, a favorisé l'envolée des prix de l'électricité à des niveaux jamais atteints. Cette volatilité du marché a eu un impact sans précédent sur des pans entiers de notre économie. La sécheresse historique qui a sévi en Europe est venue aggraver les tensions sur la production d'électricité en France, mettant également à rude épreuve nos activités de gestionnaire d'un fleuve et de producteurs d'hydroélectricité. Plus récemment, comme partout à l'échelle nationale, le mouvement social de contestation de la réforme des retraites a eu des répercussions sur nos activités, avec notamment l'arrêt du service public de la navigation sur le Rhône en mars et avril 2023. Vous l'aurez compris, le modèle si singulier de CNR a été mis à rude épreuve au cours des années 2021 et 2022. Mais il a su démontrer sa robustesse. J'en viens maintenant à mon bilan. Lorsque je passe en revue ces 18 derniers mois, 3 mots me viennent naturellement à l'esprit. Résilience, agilité, engagement. Comme l'ensemble des entreprises françaises, nous nous sommes adaptés aux fluctuations du marché de l'électricité. À l'été 2022, nous avons été contraints de racheter de l'électricité au prix fort pour pallier notre déficit de production hydraulique. Mais cette envolée des prix a aussi permis de démontrer l'efficacité et la pertinence du nouveau mécanisme de redevance hydraulique inscrit dans notre nouveau contrat de concession et qui a été rappelé par Madame la rapporteure. La redevance était fixe jusque-là, avec un taux de 24% de nos ventes nettes d'électricité. Elle s'appuie désormais sur un système par tranche, une première tranche pour la partie de l'électricité qui est inférieure à 26 €, qui est de 10%, et la tranche la plus importante pour la partie de l'électricité qui est supérieure à 80 € par mégawattheure, qui est de 80%. Ce nouveau mécanisme nous a ainsi conduit à reverser en 2022 176 millions d'euros au titre de cette redevance, malgré la sécheresse. J'aimerais aussi souligner que lorsque les débits étaient au plus bas, nous avons su garantir les 3 missions historiques qui ont été rappelées. Dans le domaine du solaire et de l'éolien, nos équipes aussi ont été impactées par la flambée des prix des matières premières et par les ruptures des chaînes d'approvisionnement. Là encore, nous avons su nous adapter. Nous avons revu le design de nos projets, nous avons revu leur valorisation.
D'ailleurs, pour soutenir l'effort de déploiement du solaire photovoltaïque dans la vallée du Rhône, j'ai aussi souhaité la création d'une filiale dédiée. Elle s'appelle Solarona, en associant nos partenaires de la Banque des Territoires, les caisses régionales du Crédit Agricole, ainsi que bientôt, je l'espère, les régions concernées. Ces derniers 18 mois, nous avons également été au rendez-vous de notre activité industrielle. Nos équipes ont mené tambour battant le programme de maintenance de nos ouvrages hydroélectriques avec succès. Résultat, 99% de nos groupes de production disponibles le 31 décembre 2022. La promulgation de la loi Aménagement du Rhône a aussi marqué le top départ d'un programme ambitieux de travaux pour lequel j'ai demandé aux équipes de s'inscrire dans un calendrier d'études et de réalisation volontariste, mais sans empiéter sur le temps de dialogue et de concertation avec les territoires, condition sine qua non de la réussite de nos projets. Ce programme, chiffré à 500 millions d'euros en 2018, vise principalement deux objectifs. Développer 100 MW de nouvelles capacités hydroélectriques sur le Rhône et renforcer nos infrastructures fluviales. Parmi les projets majeurs sur lesquels nous sommes déjà à pied d'œuvre, l'étude d'un nouvel aménagement hydroélectrique à la confluence du Rhône et de l'Ain, dénommé Rhonergia, qui pourrait être mis en service dès 2033. La concertation préalable, sous l'égide de la CNDP, qui a désigné 4 garants, s'ouvrira au dernier trimestre de cette année. Cette concertation, comme les études préalables que nous menons, permettra à l'État de se positionner sur la suite qu'il entend donner à ce projet. Notre contrat prévoit également la construction de 6 nouvelles petites centrales hydroélectriques avec leurs 6 passes à poissons. Il prévoit le renforcement des capacités de production de notre aménagement hydroélectrique de Montélamar, vous l'avez dit, Madame la rapporteure. Et il prévoit le doublement des portes aval de 2 de nos écluses, qui permettra de fiabiliser la navigation sur le Rhône. Je conclurai ce rapide bilan par les missions d'intérêt général de CNR, auxquelles je suis très attachée et qui font la fierté de nos collaborateurs. CNR a lancé en 2022 son nouveau dispositif de mission d'intérêt général dénommé Plan 5 Rhône. Doté de plus de 170 millions d'euros, ce plan quinquennal est entièrement consacré au développement économique et à la transition écologique des territoires. Il vise à soutenir des initiatives portées par des acteurs locaux sur 5 volets d'action. À travers ce plan, c'est l'essence même du modèle redistributif et de partage de la valeur de CNR qui s'incarne. J'en viens maintenant à parler de l'avenir et plus spécifiquement de la stratégie que j'ambitionne de poursuivre à travers notre plan stratégique CNR 2030, si vous m'accordez à nouveau votre confiance. CNR n'est pas une entreprise industrielle comme les autres. C'est une entreprise industrielle qui a été pensée et créée pour servir avant tout la nation et l'intérêt général. Pour moi, cette raison d'être n'a jamais autant fait sens qu'à l'heure où notre pays doit relever les 2 plus grands défis de ces 50 dernières années. Décarboner notre économie, réindustrialiser notre pays. C'est pourquoi j'ai fixé 5 priorités d'action sur notre projet d'entreprise. La première, sécuriser et moderniser nos infrastructures industrielles. En tant qu'industriels responsables, nous devons être exemplaires pour garantir la sécurité de nos collaborateurs et celle des salariés des entreprises qui travaillent pour nous. En tant qu'industriels concessionnaires du Rhône et pour répondre aux besoins d'électrification massifs du pays des prochaines années, nous devons pérenniser, moderniser nos aménagements dont la moyenne d'âge est de 52 ans. Pour ce faire, nous avons renforcé nos investissements de maintenance, 130 millions d'euros en 2023 contre 90 millions les années précédentes. Ma seconde priorité d'action ne va pas vous surprendre. Nous devons développer le plus rapidement possible de nouveaux actifs de production d'électricité renouvelables. Vous êtes bien entendu très au fait des enjeux relatifs à l'énergie et au climat. L'ensemble des lois discutées et votées sur ces sujets sont les briques
d'un vaste édifice. CNR y prendra toute sa part. Et mon pragmatisme me conduit à vous dire que les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien, doivent être développées le plus rapidement possible pour répondre à la hausse massive de la demande en électricité, parce qu'elles sont aujourd'hui des technologies matures et compétitives. CNR ambitionne ainsi de développer 1500 MW de puissance supplémentaire d'ici 2030 en éolien et en solaire. Je suis convaincue que ce développement ne sera pas possible sans l'appui, l'appropriation des territoires et de leurs élus. Je suis régulièrement en contact avec des maires sur le terrain. Malgré l'hostilité de certains à l'égard des énergies renouvelables, j'ai constaté que leur volonté d'être partie prenante à ces projets est très forte. Je crois aussi beaucoup à l'innovation technologique. L'énergie osmotique, le photovoltaïque linéaire, l'agrivoltaïsme ou encore l'hydrogène renouvelable font partie des énergies du futur. Je souhaite que CNR continue à être un laboratoire pour leur donner une chance de participer demain au mix énergétique. Autre priorité majeure de mon action, mettre nos ressources de concessionnaires du Rhône au service du développement et de la transition écologique des territoires. En ce qui concerne le transport fluvial, mon ambition sera de dynamiser le trafic sur la voie d'eau. Tout d'abord, en optimisant les interconnexions entre le fleuve et le rail. Ensuite, en mobilisant les ressources foncières de CNR au bord du Rhône au service de l'attractivité et de la réindustrialisation de nos territoires. Pour cela, nous travaillons de concert avec les autres acteurs de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, et notamment le GPMM, Voies navigables de France, SNCF Réseau et les CCI, dans l'objectif d'apporter une solution cohérente sur l'axe. Pour ce qui est de notre mission pour l'agriculture, les effets du changement climatique nécessitent que CNR accompagne les agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques. L'enjeu est de répondre aux besoins des cultures sans sursolliciter les capacités du fleuve et de contribuer ainsi à notre souveraineté alimentaire. Dès cette année, nous financerons et nous accompagnerons, par exemple, 16 projets d'agriculture durable à hauteur de 3 millions d'euros qui bénéficieront à une centaine d'agriculteurs du sillon rhodanien, toutes filières confondues. Enfin, la préservation du Rhône et de sa biodiversité, en lui redonnant son caractère vif et courant, est aussi dans l'ADN de l'entreprise. Depuis 20 ans, CNR a ainsi engagé le plus important programme mondial de restauration écologique d'un fleuve. L'ensemble de ces actions, hydroélectricité, navigation, irrigation et biodiversité, doit évidemment prendre en compte la réalité de l'évolution de l'hydraulicité du fleuve. La récente étude de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui s'appuie sur les derniers rapports du GIEC, met en évidence que nous serons confrontés à des phénomènes extrêmes plus importants à l'horizon 2055. Davantage de périodes de sécheresse en été, davantage d'épisodes pluvieux en hiver, moins de neige et donc moins de stock d'eau pour le printemps. L'enjeu de la conciliation des usages doit donc être la priorité de tous. Et dans ce contexte, le modèle de gestion holistique du fleuve de CNR prend tout son sens. Pour terminer, je souhaite que la performance irrigue l'ensemble de l'entreprise, tout comme la responsabilité sociétale d'entreprise, socle de mon ambition stratégique. Ainsi, je n'envisage pas qu'une entreprise comme la nôtre, premier producteur français d'électricité 100% renouvelable et engagée dans la RSE, ne soit pas exemplaire en matière de sobriété énergétique, de protection de la biodiversité, mais aussi et surtout concernant la place des femmes et des hommes au cœur de l'entreprise. Une entreprise n'est rien sans l'engagement au quotidien et dans la durée de ses salariés. Je continuerai donc à faire de la lutte contre toutes les discriminations, de la féminisation de toutes les filières, y compris techniques, de la formation continue
et de la qualité de vie au travail un axe fort de ma présidence, si vous décidez de me la confier. Voici donc en quelques mots les fondements de ma vision pour CNR. J'espère, mesdames et messieurs les députés, que mes propos vous auront convaincus de ma motivation, de ma détermination, de mon engagement à faire que cette entreprise soit un atout au service de la transition énergétique et écologique de la France et de ses territoires. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Je vous propose de passer à présent aux orateurs de groupe. Vous connaissez le principe, 4 minutes par orateur de groupe, inclut la réponse de la personne que nous auditionnons. Donc, je vous recommande de laisser quand même un temps de réponse. Mais si vous voulez dépasser, un maximum 3 minutes, je coupe pour que madame ait la possibilité de vous répondre au moins 1 minute. Mais on reste dans les 4 minutes au global. On commence tout de suite avec madame Laurence Petel. Pour le groupe Renaissance, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord, en préambule, vous dire que je suis très heureuse de prendre la parole parce que vous collaborez avec un photographe aixois de ma circonscription qui s'appelle Camille Moiranc et qui a fait un très, très beau livre sur le Rhône. Voilà, comme vous l'achèterez, les amis. Hein. Voilà, mes chers collègues, le Rhône, magnifique livre. Le Rhône se démarque des autres fleuves par un modèle de gestion unique, puisqu'il fait l'objet d'une concession accordée par l'État en 1933 à la Compagnie nationale du Rhône, qui s'acquitte à ce titre d'une triple mission en gérant à la fois l'utilisation de la puissance hydraulique, la navigation sur le fleuve et les usages agricoles du Rhône, parmi lesquels figurent l'irrigation et l'assainissement. Or, cette concession, octroyée pour 75 ans et dont la durée a commencé à courir en 1948, date de la mise en service du barrage de Génissia, était censée arriver à échéance le 31 décembre 2023. Une proposition de loi, adoptée en 2022, a toutefois prolongé la concession du fleuve jusqu'au 31 décembre 2041, soit pour 18 années supplémentaires. Si la représentation nationale en décide ainsi, vous aurez donc la charge de déterminer la stratégie du CNR pour les années à venir. Votre mission prend d'ailleurs un sens particulier dans le contexte que nous connaissons. Comme vous l'avez souligné dans le questionnaire que vous nous avez fait parvenir, l'année 2022 a été marquée par une crise d'approvisionnement en énergie qu'on ne présente plus, mais aussi par des sécheresses importantes, vous venez de le rappeler, et qui ont freiné considérablement la production hydraulique, tandis que les prix de l'électricité s'envolaient. Dans le même temps, la loi sur les énergies renouvelables a fait évoluer les outils législatifs et réglementaires existants pour accélérer la transition vers les renouvelables. Dans ce contexte, je souhaiterais tout d'abord savoir quelle trajectoire vous vous fixez pour atteindre les 5550 MW de puissance installée en renouvelable d'ici 2030 et comment cette puissance installée sera répartie entre les différents modes de production de renouvelables. Et par ailleurs, je souhaite également revenir sur le sujet des sécheresses. Certaines prévisions font craindre jusqu'à 40% de débit d'eau en moins d'ici à 2050. Comment envisagez-vous de gérer cette baisse et quels sont les impacts attendus sur la production hydroélectrique à long terme? Merci beaucoup. Madame, pour une réponse en 1 minute 30 maximum. Donc sur la première question concernant la manière dont nous allons atteindre 5500 MW. Donc aujourd'hui, la CNR, c'est les 3000 MW de la concession du Rhône, donc hydroélectricité au fil de l'eau, et 1000 MW d'éolien et de photovoltaïque, majoritairement de l'éolien. Et les 1500 MW que nous allons ajouter à l'horizon 2030 seront majoritairement du photovoltaïque. Donc en gros, 2 tiers de photovoltaïque, donc 1000 MW, et 1 tiers d'éolien, donc 500 MW. Donc voilà pour la première question. Sur la deuxième question, l'évolution effectivement du débit du Rhône. Je l'ai évoqué brièvement, l'étude qui a été réalisée par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse explique qu'à l'horizon 2055, le débit du Rhône va varier. Même si en moyenne, on peut penser que le débit ne diminuera pas, en tout cas pas de manière substantielle,
Ce débit moyen ne voudra plus rien dire parce qu'on aura beaucoup d'eau en hiver et beaucoup plus que maintenant et beaucoup moins d'eau en été, beaucoup moins que maintenant. Donc on aura besoin de s'adapter, je vais dire collectivement, à cette évolution du débit du Rhône. Concernant CNR, donc plusieurs choses. Ce que je peux dire déjà concernant, je terminerai par l'hydroélectricité, je vais commencer par la navigation. C'est un petit peu long. Sur les autres sujets, vous aurez la possibilité, puis à la toute fin. Okay. Je vous propose de continuer avec M. Hervé Delépinot pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame Bory-Boncel, chers collègues. J'ai un faible pour la CNR. Donc, je suis élu de Vaucluse. C'est une institution. Donc, la Compagnie nationale du Rhône est un fleuron français à qui l'on doit une gestion remarquable et en bon père de famille d'un de nos plus grands fleuves sur le plan de la navigation, du réaménagement des zones humides et surtout de la production hydroélectrique. Gestion grâce à laquelle, par exemple, Avignon échappe de plus en plus désormais aux crues qui la dévastaient depuis des siècles. Concernant l'énergie, la CNR a participé depuis 1918 à la constitution du très solide réseau français de centrales hydroélectriques. Selon le rapport de la Cour des comptes du 22 février 2022, je cite, « Les usines hydroélectriques du Rhône produisent de l'électricité à un coût complet moindre que la plupart des autres moyens de production exploités en France. » Pourtant, toujours selon la Cour des comptes, l'efficacité des barrages du Rhône ne bénéficie plus aux consommateurs à travers des tarifs reflétant les coûts de production, du fait notamment d'un manque d'investissement. Or, on apprend que la CNR possède un peu partout en France près d'une cinquantaine de parcs éoliens et une autre cinquantaine de parcs photovoltaïques. Il y a un an, vous annonciez investir près d'1 milliard d'euros dans les énergies renouvelables. Or, en phase avec les projets de développement des ENR, une entreprise dédiée au développement photovoltaïque, Solar Rona, a été créée avec au démarrage une vingtaine de salariés entre Lyon et Montpellier. Concrètement, 2 tiers des capacités proviendraient de l'installation de panneaux sur les toitures ou sous la forme d'ombrières et 1 tiers sur des terrains dégradés de petite taille n'ayant pas d'utilité, a expliqué le président de Solar Rona, M. Julien Marchal, également directeur des nouvelles énergies de CNR. Quelques petits projets en solaire flottant sur les petits plans d'eau sont aussi envisagés. Or, la CNR n'est pas propriétaire de ces emprises. Donc, elle va sortir de son cœur de métier au détriment de nouveaux projets d'implantation de petites centrales hydroélectriques, même si vous en avez évoqué 6. Si j'ai bien compris, actuellement, on est sur une maille d'environ un ouvrage tous les 20 km. Dans quelle mesure on ne pourrait pas passer à un ouvrage tous les 10 km? Ça, c'est ma première question technique. Et deuxième problème, à notre sens, concerne le promoteur allemand Energy-Team sur des projets qui sont relativement anciens, sur les communes de Cossé-le-Vivien et Quelen-Saint-Gaud en 2012, réalisés en 2018. 3 éoliennes de 160 mètres de haut sur des terres agricoles, terrains loués par Energy-Team aux propriétaires. La CNR était alors partenaire présenté comme institutionnel de ces projets pour faire la promotion des 10 projets auprès des élus et des riverains. Donc la CNR, de fait, est partenaire officiel d'un promoteur allemand sur un projet situé à plus de 600 km du couloir rhodanien. Donc je termine, Merci. Monsieur le Président. Il serait donc dommage que toute l'expérience acquise en hydroélectricité soit dilapidée dans des projets, certes à la mode, mais sans avenir, n'ayant plus grand-chose à voir avec la gestion du fleuve. Merci beaucoup. Je voudrais laisser 1 minute à Madame Bory-Boncel pour nous répondre. Allez-y. Donc sur la première question concernant peut-on faire un ouvrage tous les 10 km ? Eh bien non. Enfin, le Rhône tel qu'il est aménagé a été, on va dire, optimisé. Il y a la place pour un dernier ouvrage, donc, qui est l'ouvrage que nous appelons Rhônergia, qui est à la confluence entre, donc, en amont de la confluence du Rhône et de l'Ain. Donc là, oui, on peut construire un dernier ouvrage, mais tel que le Rhône aujourd'hui est aménagé, en nombre d'aménagements, j'entends, on ne peut pas aller au-delà. Après, il y a, alors je regarde donc sur la deuxième question, il est important de dire qu'il y a 2 choses CNR. Il y a la concession, avec les comptes de la concession, et à côté, il y a du développement éolien et photovoltaïque, et que ces 2 activités sont séparées. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Gabriel Amar pour le groupe LFI.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Compagnie nationale du Rhône, mes chers collègues. Nous le savons, des défis colossaux se présentent à nous et collectivement, nous nous devons d'être à la hauteur. La Compagnie nationale du Rhône est une entreprise publique disposant de missions d'intérêt général et au vu de ses prérogatives, la CNR est un outil parfait au service de l'intérêt général et de la transition écologique. Pourtant, nous observons comment elle reste fragilisée par la commande politique et l'incapacité qu'a le gouvernement à être à la hauteur des enjeux. Le Rhône n'est pas et inépuisable. C'est par ces mots qu'alertait l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse dans un communiqué le 3 mars dernier. Sur le bassin du Rhône, les effets du changement climatique sont bien là. La température moyenne de l'air a augmenté de 1,8 degrés sur la période 1960-2020. Les précipitations neigeuses sont plus faibles et la quantité de neige a diminué de 10% en moyenne en raison du réchauffement de l'air. Les scientifiques ont prédit la disparition du glacier source du Rhône dans le canton du Valais en 2100. Et cela concorde pleinement avec les alertes du GIEC sur le débit du Rhône auquel vous faites référence, Madame la Présidente. De plus, toutes les voix les plus sérieuses s'accordent pour dire à l'unisson que le débit du Rhône baisse et va continuer de baisser ses débits d'étiage et ont d'ailleurs diminué ces 60 dernières années. 7% à la sortie du Léman, 13% à Beaucaire en Camargue entre 1960 et 2020. Pourtant, le gouvernement s'entête dans le modèle de production nucléaire. Nous savons de quelle manière, l'été dernier, la SN fabriquait à l'appel des dérogations pour rejeter l'eau dans le fleuve, à une température plus élevée que la normale. Nous avions à l'époque dénoncé ces choix qui bafouent la réglementation sur les rejets d'eau des centrales servant à refroidir les réacteurs. Pour la centrale du Bugey, par exemple, on retrouve un réchauffement de 3 degrés en moyenne en aval et en amont. Enfin, je me félicite de voir que le plan synchrone pour la période 2022-2027 porte pour objectif le soutien des changements des pratiques agroécologiques. Mais j'émets cette question. Des agriculteurs sont prêts à le faire, ils en ont l'expérience et la compétence. Mais qu'en est-il des industriels qui viennent polluer leur culture et détruisent les productions? Qu'en est-il de l'impunité des entreprises qui déversent dans le Rhône des polluants éternels en grande quantité? Qu'en est-il pour l'usine Arkema qui a conduit le 25 mai dernier 37 riverains et 10 associations à porter plainte contre elle pour empoisonnement? Cette entreprise rejette en effet 3,5 tonnes par an. Merci beaucoup, Madame Bory-Mancel. Votre réponse en 1 minute. Ce que je peux dire concernant la ressource déjà concernant le modèle de CNR, effectivement, c'est un modèle équilibré avec un actionnariat qui est, comme ça a été rappelé par la rapporteure, majoritairement public, avec un actionnaire industriel sur lequel CNR peut s'appuyer, avec des collectivités territoriales qui sont un autre actionnariat et dans notre gouvernance, et ça change tout. Sur la question du Rhône, effectivement, l'étude de l'Agence de l'eau montre que les débits d'étiage vont être de plus en plus bas. Et effectivement, il faut que collectivement, on se préoccupe de comment on va pouvoir appréhender cela. Côté CNR, ce que je veux dire par rapport à la navigation et par rapport à l'irrigation, c'est que les aménagements sur le Rhône permettent, malgré les étiages sévères, comme on en a connu l'été dernier, de garantir la navigation et de continuer à garantir la possibilité de puiser dans les nappes, de garantir l'irrigation. Par contre, pour ce qui est de l'hydroélectricité, il faudra s'adapter à cette variation de débit. Merci. On le fait déjà en faisant la maintenance l'été. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe LR. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre présentation très éclairante. Le débat sur les énergies renouvelables se focalise souvent sur le solaire ou l'éolien. Depuis plus de 10 ans, ils captent toute l'attention des gouvernements successifs sans faire la démonstration de leur capacité à répondre aux défis de sécurisation de notre approvisionnement compte tenu de leur caractère intermittent. L'hiver dernier en a encore été l'illustration.
Pourtant, comme l'a récemment rappelé la proposition de loi relative à l'aménagement du Rhône, la France a une grande histoire avec une énergie puissante, renouvelable, souveraine, l'hydroélectricité. Cette énergie présente de nombreux avantages. Elle est totalement neutre en émissions de gaz à effet de serre, stockable, pilotable, économe en matières rares, non délocalisable. L'eau est de surcroît adaptée à notre réseau électrique existant et permet de grandes ambitions en optimisant les investissements. S'il est important de développer les énergies hydroélectriques, celles-ci sont parfois contestées par certaines associations écologistes. Ainsi, à Sallanches, le projet de centrale hydroélectrique a été attaqué en justice, considérant qu'il était un obstacle à la continuité écologique. Et en première instance, le tribunal avait demandé la destruction de l'ouvrage. La Cour d'appel avait suspendu l'exécution de ce jugement. Aussi, quelles mesures préconisez-vous pour aider au développement de projets hydroélectriques tout en maintenant la biodiversité? D'une manière générale, comment aider à la mise en œuvre de tels projets, y compris dans l'opinion publique? Je voulais aussi vous interroger sur le programme d'investissement de 500 millions d'euros. Pouvez-vous déjà nous faire un bilan sur la consommation, entre guillemets, de cette enveloppe? Et pour terminer, je voulais vous interroger sur vos relations avec la Suisse, notamment sur le sujet des chasses du Rhône, en lien avec les SIG et la Société des forces motrices de Chancy-Pougny. Pouvez-vous déjà nous donner un ordre de date ou de calendrier sur ces opérations de gestion sédimentaire qui ont aussi pour objectif de respecter l'environnement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bory-Mancel. Vous avez 2 minutes. Donc sur le fait que l'hydroélectricité est une énergie qui est importante dans le mix énergétique, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Elle est prévisible, elle est pilotable et c'est un complément parfait des autres énergies renouvelables. Que puis-je préconiser de manière à faire en sorte que les projets d'hydroélectricité qui peuvent encore être développés en France le soient? Question difficile. Je pense qu'il faut donc faire de la pédagogie et justement expliquer que cette énergie est nécessaire au mix, justement parce qu'elle est prédictible, parce qu'elle est pilotable. Il faut aussi souligner qu'on ne peut pas produire de l'énergie sans impacter. C'est comme ça. Et donc, il faut choisir son impact. Je pense qu'il faut évidemment être attentif à ces impacts, notamment sur la biodiversité, et accompagner ces projets et accompagner ces projets de manière à ce qu'ils soient, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils deviennent la propriété en fait des territoires. Sur le programme de travaux supplémentaires, à date, nous avons essentiellement lancé des études, donc des études d'avant-projet, et nous avons lancé, pour notamment le projet Ronergia, un certain nombre d'études de sites. Donc on est à un stade, on va dire, au début de nos projets. On n'a pas encore engagé beaucoup d'argent sur ces projets, mais par contre, on a avancé dans nos études et dans notre évaluation environnementale de manière à pouvoir déposer les permis. Encore une fois, faire la concertation autour de ces projets de manière à ce qu'ils soient expliqués au territoire et de manière ensuite à pouvoir les mettre en œuvre. Sur la relation avec les Suisses concernant les chasses du Rhône, donc maintenant nous appelons les appâts verts. Donc le prochain appât vert, je ne suis pas sûre s'il sera en 2024 ou 2025, mais en tout cas les discussions avec nos partenaires suisses se poursuivent. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à monsieur Cyril Isaac-Sibyl du groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, pour votre accueil dans votre commission. Madame la Présidente de la CNR, merci pour avoir exposé votre vision stratégique pour la Compagnie nationale du Rhône dans le cadre du renouvellement de vos fonctions à la tête du directoire. Ici, ce soir, je constate que tous nous sommes attachés à la CNR et donc vous avez donc un rôle important. Moi-même, familialement, même les écologistes, on peut se poser la question si aujourd'hui on pourra encore aménager le Rhône, mais ça c'est un autre débat. Il y a 1 an, nous étions réunis sur ces mêmes bancs pour prolonger la concession grâce à l'adoption de la proposition de loi de notre collègue Patrick Mignola. La CNR, je le rappelle, effectivement, est un outil indispensable, ingénieux, extraordinaire, tant à l'échelle locale que nationale. Il répond effectivement aux enjeux économiques, aménagement du territoire. Là-dessus, vous avez insisté, l'irrigation agricole, à des enjeux climatiques par le développement d'énergies décarbonées,
et par la réduction du trafic routier, environnementaux par rapport à la réduction des inondations, qualité de l'air de la ville, de la vallée, qualité des eaux du fleuve, réserve des nappes alluviales qui servent l'eau à la consommation des habitants et notamment de Lyon grâce aux nappes phréatiques alluvionnaires. J'aimerais vous interroger sur un quatrième enjeu qui est celui de la voie de communication. Voie de communication qui n'est pas suffisamment exploitée. Actuellement, vous avez la responsabilité du port Édouard Herriot, créé en 1937 pour stocker les hydrocarbures et approvisionner les centrales de la région. C'est donc un point fort stratégique pour la région, pour la ville, pour la métropole de Lyon, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental. Je rappelle effectivement que un bateau, ça remplace effectivement, je crois, je ne sais pas combien de trains et 200 camions. En décembre dernier, le président de la République a fait part de sa volonté de voir aménager un grand port reliant Marseille à Lyon, un petit peu sous le modèle de Paris-Seine. Ma question est la suivante. Où en êtes-vous par rapport au projet annoncé par le président de la République? Où en sont les discussions avec Marseille? Quelle gouvernance? Quelle perspective? Quel projet? Je vous laisse toutes les 2 minutes pour répondre à ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que la mission navigation de CNR est importante. Effectivement, un convoi fluvial, c'est 200 camions, l'équivalent de 200 camions. Les tonnes, l'impact CO2 du transport fluvial est 4 fois moins impactant que le transport terrestre. Et on pourrait multiplier par 4 le trafic sur le Rhône sans faire 1 euro d'investissement. Donc, concernant votre question, monsieur le député, la première chose, c'est la remise en place du CCIL, donc qui a été remis en place il y a à peu près 1 an. Auquel bien sûr CNR participe, aux côtés de nombreux acteurs, que ce soit le GPMM, VNF, que ce soit bien sûr les services de l'État, que ce soit les collectivités territoriales ou les CCI. Donc le CCIL a lancé un certain nombre d'actions auxquelles CNR est associé. Je vais en citer 2. C'est d'abord la remise en concurrence de nos sous-concessions portuaires. Nous avons 4 sous-concessions portuaires sur l'axe Méditerranée et jusqu'à Lyon, donc Lyon, Salaise, Valence et Arles. Donc on va remettre en concurrence ces sous-concessions et grâce à cela, nous pensons que nous pourrons dynamiser d'une part le transport fluvial et d'autre part dynamiser également les zones industrielles-portuaires. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est le schéma directeur, donc qui est un des axes de travail de ce CCIL, qui en fait doit permettre de mieux connaître le foncier, le préparer et le mettre à la disposition des entreprises qui voudront s'installer sur l'axe. Merci beaucoup. Je vous propose de passer, alors pour le groupe socialiste, ce sera notre rapporteur qui va le faire, Marie-Noëlle Battistel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, quelques questions complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter les projets liés au stockage d'électricité qui sont développés dans votre entreprise et quelles perspectives vous avez sur de nouveaux projets? Vous avez parlé des évolutions prévisibles du trafic fluvial sur le Rhône et vous avez même dit que ce trafic pourrait être développé x4. Donc, quelles sont les actions à mener pour qu'on puisse intensifier et profiter effectivement de ce mode de transport beaucoup plus vertueux? Et s'il était amené à s'intensifier à cette hauteur-là, comment envisagez-vous les autres usages, le tourisme particulièrement? Je voulais aussi vous interroger sur le sujet spécifique de la gestion de l'eau qui est liée aux centrales nucléaires. Vous y avez répondu, mais je souhaiterais peut-être que vous puissiez nous le développer, savoir comment vous travaillez avec EDF en matière de gestion des débits, des prélèvements et rejets, mais aussi avec la Suisse, et ça a été posé par ma collègue Dubé Miller, qui dispose aussi de barrages sur le Rhône. Concernant la construction de nouveaux OPR souhaités par l'État sur le site du Bugey ou de Tricastin, compte tenu des conséquences du réchauffement climatique qu'a évoqué notre collègue
Gabriel Amar tout à l'heure, quelles en seraient les conséquences sur la gestion de la ressource en eau pour CNR le long du fleuve, et quel serait évidemment l'impact de la construction d'un barrage à Saint-Romain-de-Januaille qui serait en aval de la centrale du budget sur cette gestion. Et puis ma dernière question, est-ce que vous pouvez développer davantage le modèle, le principe progressif de la nouvelle redevance qui est appliquée à CNR? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Bory-Bancel. Alors, sur le stockage, en fait, nous envisageons deux types de stockage. Le stockage par batterie, donc qui est, on va dire, mature, hein, et le stockage grâce à la production d'hydrogène vert. Autrement dit, on produira de l'hydrogène vert au lieu, on consommera de l'électricité pour produire de l'hydrogène vert au lieu de l'injecter dans le réseau. Donc, c'est une forme de stockage. Sur la question du trafic fluvial. Donc effectivement, le trafic fluvial pourrait être multiplié par 4, comme je l'ai dit. Je pense que le trafic fluvial, c'est un mode de massification du transport qui est important, parce qu'en France, il faut savoir que ce qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre, de CO2, ce n'est pas l'énergie, c'est le transport. Donc il faut décarboner le transport et le massifier. Le trafic fluvial est une solution, comme d'ailleurs le rail. Et pour améliorer vous développer le trafic fluvial, justement, il y a tous les projets qui sont portés par le CCIL. Sur les centrales nucléaires, donc, il faut savoir que CNR travaille avec EDF. Donc, nous avons des contrats avec EDF. Et on va dire que le travail de refroidissement des centrales nucléaires se passe bien. Enfin, les contrats se passent, les relations se passent bien avec EDF sur les centrales existantes. Concernant les futurs EPR, je n'ai pas d'informations à partager. Donc là, je ne saurais pas répondre à votre question. Enfin, concernant les relations avec les Suisses, il faut savoir qu'il existe que ces relations, elles sont faites au niveau de l'État français. Hein. Nous avons des relations opérationnelles avec les Suisses, qui là aussi se passent bien, mais la question de la gestion du Léman dépasse CNR. C'est une question qui concerne l'État. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Madame, pour vos explications claires. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Donc, en général, ceux qui se pensent bien s'expriment bien également. Donc, 3 missions, hein, vous l'avez dit. En particulier, une mission qui est la mission peut-être celle qui est le plus emblématique, c'est évidemment l'hydroélectricité. Donc, cette hydroélectricité qui est une énergie renouvelable en partie pilotable, ce qui n'est souvent pas le cas des énergies renouvelables par ailleurs. On a parlé de l'irrigation. Alors, il faut savoir que vous êtes sur un bassin qui fait beaucoup de fruits. Or, c'est des productions qui sont en général très déficitaires, avec une concurrence en particulier espagnole, mais européenne, voire marocaine importante. Donc, comment soutenir ces agriculteurs? C'est la première question. La deuxième, donc, votre concession a été prolongée de 18 ans. Est-ce que cela offre des perspectives suffisantes au groupe pour continuer de développer ses activités? Est-ce que vous redoutez toujours un conflit avec la Commission européenne sur ces sujets? Troisième question, vous avez parlé des collectivités locales et de leur rôle dans la transition énergétique, qui me semble effectivement très importante. Comment vous voyez leur renforcement dans la compagnie nationale? Et puis, dernière question, qui rejoindra un peu celle de Madame Battistel. Le Rhône pourrait perdre effectivement un certain nombre de ces masses d'eau. En particulier, vous avez un étiage qui est maintenu aujourd'hui en été parce que les glaciers fondent. Mais bon, un jour, très probablement, vous aurez moins de glaciers et ça fondra un peu moins. Donc, est-ce qu'il est nécessaire d'adapter vos infrastructures et est-ce qu'il y a des investissements nécessaires à faire? Madame Bory-Bancel, c'est à vous.
Sur le premier point et l'accompagnement des agriculteurs, donc via le plan synchrone et via le volet accompagnement de l'agriculture du plan synchrone, qui est doté le premier de 27 millions d'euros, nous accompagnons les agriculteurs d'une part en réparant les réseaux d'irrigation, en accompagnant la modernisation des réseaux d'irrigation de façon à ce qu'ils soient moins fuyards. Mais nous accompagnons également les agriculteurs de manière à ce qu'ils mettent en œuvre de nouvelles pratiques qui soient plus résilientes face au changement climatique. Alors c'était la deuxième question, c'était... Oui, là-dessus, je dis, il n'y a pas de sujet, en fait, dans la mesure où, lors de la prolongation de la concession, la Commission européenne avait été saisie. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Le renforcement de la place des collectivités territoriales dans CNR. Comme cela a été dit tout à l'heure, les collectivités territoriales sont très présentes dans CNR. Elles ont donc 17% de notre capital. Elles ont 4 représentants au conseil de surveillance qui en comptent 18. Et surtout, nous travaillons main dans la main avec les collectivités territoriales dans le cadre des plans synchrones que j'ai évoqués. Donc je pense que là-dessus, CNR est réellement une entreprise exemplaire. La dernière question sur l'étiage. Donc, effectivement, quand on regarde l'étude de l'Agence de l'eau, les débits d'étiage, notamment dans le sud, pourraient baisser de 20%. En fait, la conception des ouvrages de CNR en marche d'escalier est telle qu'elle continuera, comme je l'ai dit tout à l'heure, à garantir d'une part la navigation et d'une part la profondeur, on va dire, des nappes phréatiques. Donc, c'est pas besoin de faire des investissements supplémentaires là-dessus. Et concernant l'exploitation de nos ouvrages, a priori, on continuera à pouvoir turbiner l'eau que le Rhône nous donnera. On a toujours turbiné moins d'eau en été qu'en hiver, d'une part parce que la ressource est inférieure, mais aussi parce que c'est les moments où nous faisons la maintenance de nos installations. Donc nous profitons au maximum de l'eau lorsqu'elle est disponible hors étiage, et pendant l'été, nous faisons de la maintenance. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. J'ai 2 demandes de questions individuelles. J'ai Monsieur Joly, Monsieur Tivoli. Levez bien la main, comme ça on va vous noter. On va commencer par Monsieur Joly. Alors toutes les questions individuelles, on les prend toutes d'entrée, et c'est 1 minute maximum par question. Voilà, donc on commence avec Monsieur Joly, Rassemblement National. Allez-y, levez bien la main pour ceux qui n'ont pas été cités. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Présidente. Donc dans le cadre de la prolongation du contrat de la concession de la CNR, un projet de barrage Rhonergia a été proposé au niveau de la commune de Saint-Romain-de-Jalonnas. Et ce projet qui est encore au stade des études d'impact, mais qui suscite pourtant une vive opposition de la part d'une grande partie des élus locaux et des associations du territoire. Parce que ce barrage, qui est censé fournir une production résiduelle d'électricité de 37 MW, à proximité de la centrale du Bugey, vous l'avez dit, qui produit 40% de la production d'électricité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis parce qu'il s'agit d'un projet d'artificialisation du Rhône qui se situe sur cette unique portion de 5% du fleuve laissé encore dans son état naturel, avec la présence, il faut bien le dire, de sites archéologiques sur la zone de ce futur barrage. Il s'agit donc d'une opération injustifiable sur le plan énergétique comme sur le plan environnemental. Et donc je souhaite savoir, Madame la Présidente, quel est le motif sous-jacent à ce projet autre que celui de gonfler à grands frais et pour le principe la part des énergies renouvelables. Merci. Monsieur Lenné, LFI. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente de la CNR, une double question en lien encore une fois avec les perspectives malheureusement pas forcément heureuse du débit du Rhône dans les décennies qui viennent. Donc une double question. Le long du Rhône, on a déjà 4 centrales nucléaires qui sont installées pour un total de 12 réacteurs. Il y a même d'autres installations nucléaires qui ne sont pas des centrales, mais qui sont essentielles pour cette filière.
Est-ce que vous avez un avis sur le fait d'en installer de nouvelles, puisque le projet de loi qui vient d'être adopté propose de les installer dans le périmètre des centrales existantes. Donc on peut imaginer que la vallée du Rhône serait privilégiée, précisément parce qu'il y a d'autres installations nucléaires et pas que des centrales. Deuxième question en lien avec cette première, on va donc avoir des conflits d'usage un peu importants quand même sur cette gestion de l'eau. Est-ce que vous avez déjà est-ce que ça existe ou est-ce que vous avez des idées pour développer une méthode de gouvernance de cette gestion de l'eau entre les usages agricoles, industriels, énergétiques et de loisirs? Merci. J'ai Monsieur Daubier. Monsieur le Président, merci de la parole, Madame la Présidente. Ma question est aussi en lien avec le barrage qui a été appelé de Saint-Romain-de-Jonas, mais qui est, en ce qui me concerne, Loyette de mon côté. On parle d'un projet effectivement de barrage au fil de l'eau avec 3 turbines qui produiraient en moyenne 140 gigawattheures par an. Il y a effectivement un problème de respect du milieu naturel. Moi, j'attire là-dessus que ça ne pourra pas accepter s'il n'y a que des nuisances. En revanche, si c'est doublé d'un pont et qu'il y a un désenclavement de Loyette, de Saint-Romain-de-Jonas et que ça simplifie la circulation, ça pourra être regardé différemment par la population. Merci beaucoup. Et j'ai Monsieur Tivoli. Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame Laurence Bory-Bancel, Monsieur le Président de la République envisage de vous renouveler en tant que présidente du directoire de la CNR, entreprise publique contrôlée par Engie, la Caisse des dépôts et pas moins de 200 collectivités locales. L'ambition de la CNR est d'aménager le territoire rhodanien à partir de sa production d'électricité, d'autant que la concession de la CNR vient d'être prolongée de 2023 à 2041. Dans un rapport datant du 22 février 2022, la Cour des comptes a épinglé la CNR sur les points suivants. Je cite, la rente que la CNR a tirée des barrages du Rhône en engrangeant des profits alors que l'efficacité des barrages du Rhône ne bénéficie plus aux consommateurs. Parallèlement, le niveau des investissements se serait dégradé et aurait servi de variable d'ajustement face à la baisse des prix de gros de l'électricité après 2016. Les modalités de prolongation de la concession de 2023 à 2041 semblent très favorables à la CNR et à ses actionnaires. Quel garde-fou comptez-vous mettre en place pour ne pas risquer de voir une nouvelle fois se reproduire ce qu'a dénoncé la Cour des comptes sur la période de 2021-2041 ? Je vous en remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de questions individuelles? Non. Très bien. Eh bien, écoutez, Madame Bory-Bancel, vous pouvez répondre à ces questions. Ok. Donc, il y a plusieurs questions autour de l'ouvrage Ronergia. Donc, la première précision que je veux apporter, c'est que l'engagement de CNR concernant cet ouvrage, c'est de faire les études et de faire la concertation autour de l'ouvrage. Et une fois que cela aura été fait, c'est l'État qui décidera si l'ouvrage est construit ou pas. Donc, première précision. Concernant ce qui a été dit, moi je pense personnellement qu'il faut de tout pour faire un mix énergétique. Maintenant, on verra effectivement quelle sera l'acceptation de l'ouvrage à l'issue de la concertation. Donc concertation sous l'égide de la CNDP avec 4 garants et qui va débuter au 4e trimestre de cette année. Concernant maintenant les débits du Rhône, on en a beaucoup parlé. Je crois justement que d'avoir une entreprise comme CNR qui assume les 3 missions, donc production d'hydroélectricité, navigation et irrigation, est justement la garantie d'avoir un équilibre au niveau des usages de l'eau. Et d'avoir cette concession tout le long du Rhône, ça permet d'avoir une vision globale et ça permet justement de garantir que l'ensemble de ces usages seront pris en compte dans la durée. La dernière question concernant le rapport de la Cour des comptes. Ce que je voudrais dire concernant ce rapport, c'est qu'il y a des réponses qui ont été apportées à ce rapport dans le cahier des charges, dans le nouveau cahier des charges de la prolongation de la concession de CNR. Ces réponses, elles sont de 2 types. La première réponse, c'est la redevance progressive sur le chiffre d'affaires net de vente d'électricité. Avant, dans le précédent cahier des charges, CNR était soumise à une redevance fixe qui était 24%. Maintenant, avec le nouveau cahier des charges, on a une redevance qui est progressive avec des tranches comme les tranches de l'impôt sur le revenu. Donc pour la partie du prix de l'électricité qui est inférieure à 26 €,
l'État prélève 10%. Il y a 4 tranches. Pour la partie la plus importante, au-delà de 80 € par mégawattheure, l'État prélève 80%. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des prix très importants de l'électricité, c'est l'État en fait qui capte la surmarge, si je puis m'exprimer ainsi. Ça, c'est la première réponse qui a été faite si l'on regarde le rapport de la Cour des comptes. Et la deuxième réponse, c'est ce qu'on appelle des clauses de rendez-vous. Il y a 2 clauses de rendez-vous dans le cahier des charges, une en 2028, une en 2034. En 2028 et en 2034, on va comparer le business plan réel de la concession par rapport à ce qui était prévu au moment de la prolongation. Et si le business plan s'écarte de ce qui était prévu de manière importante, si le chiffre d'affaires y dépasse plus 20%, alors tout ce qui est au-dessus sera partagé à parts égales entre CNR et l'État. Évidemment, c'est pas symétrique. Autrement dit, si le business plan il est moins bon que ce qu'on a prévu au moment de la prolongation de la concession, c'est le risque que porte CNR. Merci beaucoup, Madame Bory-Mancel. Madame la rapporteure, en dernier mot, vous confirmez votre avis? Oui, Monsieur le Président, toutes les réponses ont été apportées aux questions et donc je confirme mon avis favorable à la reconduction de la nomination de Madame Bory-Mancel. Je vous remercie. Je vous annonce que les scrutateurs, demain donc, puisqu'on dépouille demain, et même pour ce soir, pardon, excusez-moi, vous avez raison, dès ce soir, ça sera Alexis Isard pour la majorité, Nicolas Maisonnet pour l'opposition. Vous restez avec nous un instant, je vais suspendre, on va pouvoir voter où on vous a distribué les bulletins. Et nous allons remercier Madame Bory-Mancel pour ses réponses. Merci à tous. Merci beaucoup.